Salut tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un sujet absolument fascinant, super complexe, et pour être honnête, un peu trop souvent passé sous silence. On va décortiquer les dynamiques de pouvoir et les fameuses attentes dans nos relations amoureuses modernes. Pour ça, on s'appuie sur une analyse tirée d'échanges ultra francs entre deux observateurs. Ils mettent vraiment les pieds dans le plat en discutant de nos luttes internes, des pressions de la société et bien sûr de l'ego qui vient souvent parasiter nos couples. L'idée, c'est de cartographier ces dynamiques de genre pour comprendre comment notre gestion émotionnelle dicte, au final, le succès ou le crash d'une relation. Alors, plongeons direct dans le vif du sujet. On vit un paradoxe assez dingue, non? Avec la technologie, trouver un ou une partenaire, ça n'a jamais été aussi facile. C'est l'affaire de quelques clics. Sauf que garder cette connexion vivante et saine, eh bien, c'est devenu un véritable champ de bataille. Nos sources se penchent justement sur cet immense décalage. Passer du premier encart au maintien d'un engagement solide, c'est aujourd'hui un vrai parcours du combattant. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui coince si fort une fois que la magie des débuts redescend? Pour répondre à ça, voici le parcours de notre analyse. 1. Le marché des trophées. 2. Le poids des attentes. 3. Ego et blessures. 4. La quête de paix. Et enfin 5. L'impératif de la maturité. C'est parti! On attaque avec notre première étape, le marché des trophées, avec la séduction vue comme une véritable petite économie. L'analyse révèle un truc super intéressant. Bien souvent, quand une relation démarre, la vraie motivation, ce n'est pas tant l'amour authentique qu'un besoin de validation personnelle. La séduction est carrément décrite comme un marché où l'on cherche un trophée pour prouver sa valeur au monde entier. En gros, au lieu de chercher une vraie connexion, on cherche un statut. Et là, l'effet miroir entre les sexes, mis en avant par nos observateurs, est juste saisissant. D'un côté, on remarque que, chez les jeunes hommes, le trophée est souvent purement physique. C'est une façon claire de s'afficher. De l'autre côté, du point de vue féminin, les sources décrivent une recherche de trophées à statut multiple. C'est ce qu'on appelle souvent l'hypergamie. Il s'agit de trouver la perle rare qui combine le physique, l'intelligence, la richesse et le statut social. Mais dans les deux cas, ce besoin de chasser un trophée vient complètement saboter les fondations d'une relation qui se veut durable. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, le poids des attentes, avec ce qu'on pourrait appeler les mathématiques de la romance moderne. Quand l'amour devient une simple liste de courses avec des cases à cocher, forcément, la réalité se prend le mur des illusions à 200 à l'heure. Et c'est là que les statistiques font un peu mal. Les chiffres soulignent un décalage absolument massif. Les attentes féminines, qui sont d'ailleurs suramplifiées par les réseaux sociaux aujourd'hui, ciblent des hommes qui ont tout. Le compte en banque, le physique de mannequin et une intelligence émotionnelle parfaite. Sauf que, statistiquement, c'est une anomalie. On parle d'à peine 1 à 2% de la population masculine. Ça veut dire qu'on a 98% des hommes qui ne rentrent tout simplement pas dans ce moule extrême. Inévitablement, ça crée une montagne de frustration des deux côtés. Et du coup, ça provoque une véritable réaction en chaîne. Étape 1. Ces critères extrêmes sont fixés par celles que nos sources appellent les recrutrices du marché. Étape 2. Les hommes subissent une pression colossale pour surperformer et réussir à intégrer cette fameuse super-élite. Et voici le comble d'ironie, à l'étape 3. Une fois qu'ils atteignent le sommet après des tonnes d'efforts, ces hommes se retrouvent avec une abondance d'options. Résultat, ça déclenche souvent un besoin de variété et une grosse réticence à s'engager. C'est le serpent qui se mord la queue. Mais alors, que se passe-t-il quand deux personnes arrivent enfin à se mettre ensemble? C'est notre troisième partie, ego et blessures, ou le véritable champ de bataille de la communication. Quand les attentes complètement irréalistes entrent en collision avec les casseroles du passé, la communication se transforme en zone de guerre. Prenons cette observation tirée de l'analyse, elle est d'une honnêteté brutale. Quand on est consumé par ses propres blessures, on devient littéralement aveugle aux galères de son partenaire. Il y a ce sentiment d'injustice brûlant qui crie « Attends, ça fait des lustres que je souffre en silence, et là tu me demandes du soutien ?» C'est une douleur qui court-circuite complètement toute forme d'empathie. Et le grand architecte derrière ce blocage, c'est tout simplement l'orgueil. L'ego a ce pouvoir terrifiant de nous persuader que notre douleur est unique, plus grave et bien plus urgente que celle de la personne en face. Ce refus catégorique d'admettre ses torts ou juste de valider la peine de l'autre, ça construit un mur de ressentiment qui bloque absolument toute connexion. Au quotidien, les observateurs décrivent des comportements très précis qui sont de vrais poisons. Rabaisser le vécu de l'autre, lui couper la parole pour l'empêcher de s'exprimer, ou encore prendre une simple demande de réconfort pour une attaque personnelle. Les disputes virent alors à l'absurde. Ça devient une espèce de compétition toxique où chacun essaye désespérément de prouver qu'il a beaucoup plus mal que l'autre. Au milieu de ce chaos épuisant, qu'est-ce qu'on cherche vraiment au fond? On passe à la quatrième étape, la quête de paix, explorée ici spécifiquement à travers une perspective masculine. Les sources y attardent pour comprendre ce qui motive réellement le besoin de s'ancrer dans un couple.
L'analyse oppose deux mondes de manière assez claire. À gauche, le monde extérieur. Pour beaucoup d'hommes, c'est perçu comme une arène, une zone de conquête où la pression est permanente, où il faut toujours chasser et prouver sa valeur. Face à cette jungle, à droite, on a le foyer. C'est censé être l'oasis, le lieu ultime où l'on espère trouver la paix, le respect et une vraie sécurité émotionnelle, bien à l'abri des jugements extérieurs. Et ça illustre un point absolument crucial. La paix, ce n'est pas juste l'absence de cris. C'est de pouvoir entendre l'autre sans riposter, et surtout sans se servir du passé comme de munitions. Les sources racontent une anecdote marquante vue à la télé, où une partenaire humilie publiquement son compagnon devant sa propre belle-mère en déterrant un vieux désaccord. Ce genre de coup bas, cette incapacité à entendre un besoin sans s'en servir comme d'une arme, ça pulvérise l'oasis de paix instantanément. Ça rend la vie à deux intolérable. Ce qui nous mène naturellement à la grande solution proposée, notre cinquième et dernier point, l'impératif de la maturité, ou la véritable marque de l'âge adulte. Parce que pour survivre au marché des attentes, mettre son ego de côté et bâtir cette paix, eh bien l'amour tout seul, ça ne suffit pas. Il faut impérativement passer à l'âge adulte sur le plan émotionnel. Tout le secret réside dans l'équilibre entre l'affect et l'intellect. L'affect, cette émotion brute, c'est le moteur de nos vies. C'est ce qui nous pousse à agir. Mais attention, sans cadre, ça devient vite destructeur. Et c'est là que l'intellect est indispensable. La rationalité vient poser des limites. Elle offre la clarté nécessaire pour laisser l'émotion s'exprimer sans pour autant faire exploser toute la relation. Et ça nous donne une définition en or de la maturité émotionnelle. Ce n'est absolument pas une question d'année de naissance. C'est avant tout la gestion de la frustration. C'est savoir traverser un moment de colère ou encaisser un rejet sans chercher à anéantir l'autre. C'est arriver à mettre la tempête qu'on a dans le cœur sur pause, juste le temps de faire les actions nécessaires pour sauver la paix de la maison. L'analyse insiste lourdement là-dessus avec une image très forte. Si on n'arrive pas à réguler sa propre météo intérieure, l'âge qu'il y a sur notre carte d'identité ne sert à rien. On peut avoir 40, 50 ou même 70 ans. Si on ne gère pas sa frustration face à un conflit, on agit fonctionnellement comme un enfant qui fait un caprice. Sans cette maturité fondamentale, la paix dans le couple, ça reste une pure illusion. Ce qui nous laisse avec cette question finale, et elle fait réfléchir. Est-ce qu'on peut vraiment construire la paix à deux si on refuse catégoriquement d'affronter ses propres guerres intérieures ? Cette analyse montre avec brio que le pire ennemi d'une relation, c'est souvent notre propre manque de guérison. Avant de rejeter la faute sur les attentes de la société ou sur les défauts de la personne en face, il faut d'abord se demander si on est soi-même en paix. Bref, une réflexion absolument vitale pour quiconque souhaite bâtir du solide aujourd'hui. L'exploration de ces dynamiques est passionnante et au fond, elle ne fait que commencer.